Bonjour à toi. Avant de te laisser te faire chatouiller les oreilles avec mon invité, je voulais simplement te dire que la saison 3 de Meshahu se fera en 2 parties. L'année qui s'est écoulée a été très difficile pour moi, comme tout le monde. Et je ne te cacherai pas que j'ai même pensé, et d'ailleurs à plusieurs reprises, à arrêter le podcast. Mais je ne l'ai pas fait. Et tu sais grâce à qui ? Grâce à toi. Toi qui m'encourages à chaque fois. Toi qui as compris l'importance de donner une parole émotionnelle aux personnes qui font et qui font de leur mieux malgré les difficultés. Et c'est pour cela que j'ai repris les enregistrements, mais à mon rythme, au rythme des émotions. Donc, comme je te le disais, la saison 3 existera bien, mais elle sera scindée en 2. Des Meshahu consécutives, une pause estivale et la seconde partie à la rentrée. Allez, je te laisse en compagnie de mon invité. Bonjour, Aslam Alwen, marhaba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Meshahu. Meshahu est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Meshahu, Meshahu. Dans cet épisode, je rencontre Maryam Amroun, directrice artistique de la galerie Rhizome. Avec Maryam, nous avons parlé des bienfaits de la solitude, de sa relation avec sa grand-mère et de musique métal. Merci à toi, Maryam, d'avoir accepté mon invitation et d'être venue nous narrer ta Meshahu. 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 Bonjour Maryam. Bonjour Taous. Ça va ? Écoute, ça va. Bien. Oui. Le thé est bon ? Oui, il est très, réconfortant. Ah, c'est cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi d'ailleurs. Ouais. Ça a tardé, mais on se rencontre enfin. Ben écoute, c'est une rencontre post-apocalyptique. Et encore, c'est pas fini. Non, on va rester optimiste. Oui. Alors, la première question que je pose à mes invités, c'est est-ce que tu veux bien te présenter à nous ? Je vais le faire du mieux que je le pourrai. Donc, je m'appelle Myriam Amroun. Donc, comme je te l'ai dit, je viens de rejoindre le club Bridget Jones. Ouais. Je suis curatrice et directrice artistique à Rhizome. Mm-hmm. Mais en même temps, en fait, j'essaye de faire plein de choses à côté qui soient parallèles à mon métier, mais qui aient plus de sens pour le côté plus ou moins invisible de ma personne. Ah, c'est ça qui m'intéresse. C'est le côté invisible de ta personne qu'on va aller gratter un peu aujourd'hui. Bah, ça marche. J'ai laissé ma cape d'invisibilité à l'entrée, donc t'es chanceuse pour aujourd'hui. Alors, quand tu dis tu as rejoint le club Bridget Jones, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai eu 30 ans, Ouais. décembre dernier, et puis j'assimile toujours pas cette information. Et Ah ouais ? oui. Pourquoi ? En fait, depuis le Covid qui avait commencé en 2019, moi j'ai l'impression d'avoir sauté 2 ans ou voire 3 ans, sachant que dans ma tête j'ai encore 27 ans, mais c'est bien.
Oui, non, en fait, c'est pas une question d'âge en réalité. C'est plus le fait de prendre conscience que ces 2 dernières années ont été une réelle parenthèse. Et il s'est passé tellement de choses, mais en même temps, c'était tellement statique de l'extérieur que c'est assez troublant. Donc en fait, j'ai pas encore eu le temps peut-être de me poser et puis de regarder, plutôt de voir euh, toutes ces transformations avec plus de recul. Ouais. Parce que là, en fait, quand on sort dehors, ou quand je vois un petit peu ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans les rues, je me dis, est-ce que c'est moi qui suis en décalage, ou bien est-ce que c'est une sorte de dystopie collective dans laquelle on est qu'au final tout le monde est à la recherche à la recherche encore de soi, ou qui essaye de comprendre ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Ouais. Donc c'est plus dans ce sens-là que mon expression va. Et là, quand tu dis de se retrouver ou de se rechercher, ces 2 dernières années qu'on vient de passer, quelle est la chose positive que tu en as tirée? Déjà, est-ce qu'il y en a? Parce que des fois, il n'y en a pas. Franchement, je pense que si, parce qu'en fait, depuis 2019, ce qui a eu de positif pour moi, c'est le fait que Rhizome ouvre enfin sa galerie et son lieu, ce qui était un projet de longue haleine. Ouais. Et puis, surtout sur le plan personnel, ça m'a paradoxalement aidé à avoir plus confiance en ma personne. Et puis peut-être de mieux comprendre ce à quoi j'aspirais au-delà des expériences qui se succédaient et puis qui étaient une sorte d'échappatoire à ce que je voulais faire ou être réellement. Ouais. Donc là, disons que c'est le côté qui est en train de se reconstruire ou bien c'est une sorte de clairvoyance qui est en train de se mettre en place petit à petit. Donc au-delà de l'âge, c'est une autre dimension spatio-temporelle qui se déploie. Et c'est vrai que depuis quelques mois, j'ai décidé de passer beaucoup de temps seule, justement pour bien se mettre face à ma perception des choses et à moi-même. Ouais. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais en même temps, pour moi, je trouve que c'est un vrai point positif de ces 2 dernières années. Ouais. Et tu arrives à trouver ce que tu recherches? Plus ou moins, oui. Ouais. Donc ça peut aller, ça peut prendre plusieurs formes. Donc déjà, se remettre à faire des choses que j'aimais faire avant. Comme quoi? C'est assez basique et Bah banal. oui. Écoute, regarder des films, Ouais. regarder des séries, lire, je sais pas moi, passer la journée en pyjama, mais en même temps tout en ayant, comment dire, les gens de ma tête qui se déploient en force. Donc c'est plus intrinsèque, on va dire. Ouais. Mais je le vis pleinement et j'avoue que je m'épanouis bien c'est chouette ça. Dedans. Et du coup, c'est quoi la dernière série ou le dernier film que tu as regardé et qui t'a ému? C'est Arcane. D'accord, je connais pas. C'est une série d'animation qui a été produite par Netflix. Et en fait, ça reprend un petit peu l'univers de League of Legends, le jeu. D'accord. Bon, sachant que ça, c'est mon côté ex-gamers addict qui s'exprime. Ok. Mais en fait, c'est un monde qui est compréhensible au-delà du jeu vidéo. Donc, en fait, on a 2 univers qui se confrontent. C'est Piltover et Zone. En fait, c'est plus, on va dire, le côté privilégié de la société et les non-privilégiés, mais avec beaucoup plus de complexité. Donc en fait, à travers la série, au-delà des personnages qui sont extrêmement bien construits, on finit par comprendre, enfin pas comprendre, c'est plus une illustration qu'au final il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, c'est juste une divergence de position et de point de vue qui fait qu'au final, chacun se bat pour ses propres intérêts ou bien-être, et c'est pas dans le sens forcément positif. Mais en même temps, il y a beaucoup de dommages collatéraux dans un sens ou dans un autre. Ouais, c'est pas manichéen, quoi. C'est pas noir ou blanc, tout est gris. Exact. Ou rose, ça dépend. si le verre est plein ou le verre est vide. Il est toujours plein parce qu'il y a l'autre côté qui est plein qui est rempli d'air. Finalement. Donc il est tout le temps plein. Tu te dis une personne optimiste ou pas? Moi, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Parfois, en fait, je suis souvent très réaliste.
Donc, je tends à prendre la situation, à l'analyser par tous les points de vue possibles et imaginables, dans la limite de ma pensée, bien sûr. Ouais. Et puis, j'essaie d'avoir le plus de prévisions possible pour le moins de risques. Ouais. Donc, voilà, je suis plutôt réaliste. Et du coup, quand tu étais enfant, tu étais quel type d'enfant? Alors, je suis passée par deux phases. Ouais. Donc, la phase hyperactive, pipelette, sachant que j'étais bègue quand j'étais petite. Donc, D'accord. je te laisse imaginer la pipelette bègue. Et puis, à un moment donné, je pense que c'était au moment où j'avais découvert la lecture, où je me suis beaucoup calmée. Donc, c'était à partir de l'âge de 5-6 ans. Ok. Parce que j'ai commencé à lire assez tôt, donc vers Ouais. l'âge de 4 ans. Et là, je me mettais à prendre les gros dictionnaires de la maison, et puis à les feuilleter, à essayer de comprendre des mots qui n'avaient pas de sens pour moi, mais en Ouais. fait, je m'obstinais à le faire. Et à partir de ça, j'ai commencé aussi à être très manuelle. Mhm. Donc, je prenais tout ce qui traînait dans la maison, carton, ficelle, et puis je me mettais à fabriquer des maquettes. Ouais. Donc, j'étais plutôt un enfant bien occupé. Donc, Ouais. et puis, je me souviens, sur le balcon de ma grand-mère, je prenais des draps et puis je, je construisais des tentes. Et il m'est arrivé de me choper des insolations. Parce que pour moi, c'était impératif que je fasse ma sieste dans la tente que j'avais construite sur le balcon de ma grand-mère. Ouais. Et voilà, Et les draps, c'était quelle couleur? blanc. Blanc. Oui, ça va. Ça, au moins, je l'avais bien compris, en fait, par rapport à la colorimétrie. Donc, le blanc n'absorbe pas trop de chaleur et ça va, on est bon. Ah, c'est cool. Et du coup, tu faisais ça seule ou t'as des frères et sœurs Alors, qui participaient avec toi ou je l'ai souvent fait seule, jusqu'à Ouais. ce que ma petite sœur qui est née 6 ans après moi, Ok. soit en âge De jouer avec toi et de comprendre tes délires. Exactement. Sachant qu'elle a été victime plusieurs fois de mes manigances. Et tes expériences, on l'a tous fait. Oui, et surtout une intoxication. Là, je lui fais une petite dédicace. Une intoxication qu'elle s'est chopée à l'âge de 2 ans et demi, je pense. Parce que je faisais le cuistot et j'avais fait une sorte de salade de fruits assez farfelue. Bon, je t'ai pas les détails, mais voilà. Petite dédicace à ma petite sœur Mélissa, en espérant qu'elle jour elle me pardonne ça. Ça. Et du coup, vous étiez que deux? Oui, Ouais. on l'est toujours. Et t'as grandi où? T'es né où? T'as grandi dans quel quartier? T'as fait comment pour arriver jusqu'à 30 ans et ce joli sourire que tu as dans le... Alors, je suis née à Alger, j'ai grandi au Debussy, donc en fait, c'est mon quartier depuis 30 ans. Mhm. J'ai grandi chez ma grand-mère parce que mes parents travaillaient beaucoup et ils avaient leurs propres affaires. Donc, Ils faisaient quoi, tes parents? alors, ma mère était styliste et du coup, en fait, elle avait monté plusieurs ateliers de confection, plusieurs marques, et mon père travaillait avec elle à cette époque-là. Donc, en fait, il faut savoir que ma mère m'a eu très jeune, D'accord. donc à l'âge de 24 ans. Et puis, c'était un petit peu un tournant important de sa carrière. Du coup, c'était ma grand-mère qui m'a pris en charge avec mon grand-père qui n'est plus de ce monde. Ouais. Et voilà, donc... Ta grand-mère maternelle? Maternelle. Maternelle. Oui, maternelle. Et du coup, tu considérais ta grand-mère comme une personne importante dans ta vie ou c'est la personne la plus importante dans ma vie qui a été présente durant toute mon existence. Donc, Elle est toujours en vie? oui, heureusement. Ah, c'est cool. Là, elle est en 45, donc elle a 77 ans. Et du coup, avec ta grand-mère, est-ce qu'il y a des souvenirs que tu as de moments privilégiés avec elle? Oui, en fait, il y en a beaucoup, mais je pense que parmi ceux qui sont omniprésents et qui sont marquants, c'est quand j'étais très jeune. D'ailleurs, je ne sais pas comment je me rappelle encore de ça, mais je me souviens que vers les coups de 17h, au moment où mon grand-père était sur le point de rentrer, elle me prenait sur son dos. Ouais. Et puis, on faisait des allers-retours dans son couloir, dans le couloir de son appartement.
Et puis on se mettait à regarder par l'œil de bœuf à intervalles réguliers. Et il m'arrivait souvent de voir mon grand-père arriver. Donc c'était une synchronisation parfaite. Et c'était aussi un moment durant lequel je retrouvais mon grand-père après les journées de travail. Et à chaque fin de journée, il me ramenait une petite bouteille de Martinazzi, en fait. Ah, ouais. J'adorais ça et c'était notre rituel du jour. C'est amer, hein, le Oui, Martinazzi. j'adorais ça. Oh. Donc voilà, disons que j'étais assez excentrique C'est ça. comme gosse. Est-ce que tu sens une différence d'être élevé par sa grand-mère ou d'être élevé par sa propre mère? En fait, je ne pense pas que je puisse voir la différence parce que je n'ai pas de point de comparaison. Donc en fait, ma mère, c'est plus une relation de tante, de tata, et là, avec l'âge, ça devient une amie. Et puis la grand-mère, c'est plus le côté maternel, plus une relation de mère à enfant. Donc je n'ai pas de point de comparaison concret pour pouvoir distinguer les deux. Oui, c'est ça. Les valeurs que tu as, alors on dit très souvent se construire avec les valeurs de nos parents. Je présume que toi, c'est les valeurs de tes grands-parents. En fait, c'est un peu des deux. Ouais. Peut-être que le côté des grands-parents, et surtout de ma grand-mère, c'est plus le fait d'avoir la tête sur les épaules, d'être humble, peu importe les circonstances, parce qu'en fait, on ne sait jamais de quoi la vie est faite ou sera faite. Ouais. On peut être au top un jour et puis en bas de l'échelle le lendemain et vice-versa. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'incertitude, le fait qu'il n'y ait que des incertitudes, il faut toujours garder ses valeurs et sa morale aussi au-dessus de tout. Ouais. Donc, il y a aussi l'intégrité. Et puis, peut-être du côté de ma mère, ça, je l'ai découvert récemment, que finalement, je lui ressens plus que je ne pensais. Ouais. C'est l'acharnement au travail, le côté ambitieux que j'ai pris d'elle. Donc, ma manière de voir les choses et puis le fait de mettre peut-être je vais pas dire la vérité, mais la sincérité au-dessus de tout. Et c'est marrant parce que tu parles, j'ai parlé des valeurs des parents et tu me parles de la grand-mère et de la maman. Et le grand-père et le papa, ils n'étaient pas... Alors, mon papa, c'est... Je ne sais pas comment parler de lui parce qu'on n'est pas forcément proches, donc c'est plus des coucous, ça va, de temps en temps. Et puis, mon grand-père, je l'ai connu pendant quelques années, mais c'était assez intense aussi parce que je pense que mon attrait ou bien mon amour, entre guillemets, pour l'art et la musique vient un petit peu de lui parce que quand il rentrait du boulot, il avait toujours sa pipe et il mettait ses vinyles et moi j'étais là à traîner à côté de lui et souvent il faisait en sorte que je m'assoie sur ses genoux pour me montrer des petites images dans des magazines, dans des journaux et puis donc, voilà, c'est plus... Maintenant avec du recul, oui, je n'y ai pas pour rien. Et c'était quel type de musique qu'il te faisait écouter ou qu'il écoutait lui? Alors, ça allait de Jacques Brel à Georges Brassens, Moustaki, James Royal, enfin toute la panoplie. Led Zeppelin, Deep Purple, donc un petit peu... c'était un punk ton grand-père. C'était un vrai punk. Non, c'était un vrai punk. Donc en fait, il y avait de la musique classique, du rock, de la variété française. Il y avait beaucoup de musique russe aussi, arabe. Donc c'était assez éclectique. Et là, je pense que je tiens ça de lui. Parce que je peux me retrouver à écouter la musique classique à un moment, puis du métal à un autre. Ah, le métal. T'aimes bien? Oui, oui. Mais faut pas avoir honte, hein? Tu me fais Non, j'aime beaucoup ça. Mais après, bon, c'est des... Mais ça te procure quoi, cette musique bruyante? En fait, ce n'est pas... C'est justement ça. C'est pour ça que je te disais, il faut être dans un certain état d'esprit. Parce qu'en fait, quand on dit du métal, c'est pas tout le temps de la musique bruyante. Donc ça peut, écoute, quand on a du Blind Gardens, ça peut être assez calme aussi, tu sais.
Donc, Mariam, tu grandis à Debussy. Donc, je présume que tu fais ton primaire, ton collège là-bas. Tu as ton bac Oui, j'ai mon que bac. tu me disais. Et du coup, après le bac, tu fais quoi et pourquoi tu fais ce que tu as fait? Comme on va dire, popcorn time. Au moment où j'ai eu mon bac, je voulais vraiment faire des études de physique, avec une spécialisation en physique quantique. Ouais. Et puis, je sais pas pour quelle raison, je voulais pas faire ça en Algérie. Va comprendre ma logique de l'époque. Et je voulais partir faire mes études ailleurs, mais puis par manque de moyens, je pouvais pas partir. Et je voulais pas faire Babzouar. Je ne saurais t'expliquer pourquoi. Donc bon, là, c'était mes idées reçues qui sont venues de je ne sais où, encore une fois. Et finalement, je me suis rabattue sur la médecine. Parce que pour moi, dit comme ça, c'est très bizarre, mais pour moi, c'était de la science. J'adorais la science. Il y avait un module de biophysique qui m'intéressait, de biochimie, enfin plein de trucs. Je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et puis dans mon imaginaire monté de toutes pièces, avec mes petites références de films américains et des petits ados qui s'amusent bien à la fac, je me retrouve à Delgado en 2010. Et là, c'était un coup assez dur, donc d'avoir la désillusion de l'université. Et ça m'a vraiment démotivée. Donc, je faisais ce qu'il fallait pour avoir les modules, mais pour moi, ça n'avait pas de sens de poursuivre mes études de manière générale. Encore moins dans ces circonstances. Et c'était à ce moment-là que j'avais... j'étais à la recherche d'une manière de compenser cette désillusion. Et où j'ai commencé à m'engager dans des associations culturelles et plus ou moins dans la société civile. Toujours dans cette sorte de quête de sens. Et du coup, tu as fini ton cursus en médecine ou pas du tout? J'ai lâché au bout de 5 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2012, en 3e année, j'avais grillé les neurones de ma mère en lui disant, écoute, là j'ai envie de voyager, je veux voyager cet été. Elle me dit, écoute, je veux une super bonne moyenne, parce que oui, c'était notre monnaie d'échange avec ma mère. Et tu fais ce que tu veux. Donc, entre-temps, j'avais, grâce à une amie, découvert un programme de volontariat en Chine. J'ai postulé, j'ai été acceptée. Le mois d'avril, il fallait, je pense, commencer les démarches pour le visa et tout. Je dis à ma mère, écoute, voilà, il faut que j'achète le billet. Elle me dit, écoute, on est au mois d'avril. Je lui dis, écoute, la moyenne, elle est assurée. Donc, fais-moi confiance. En juin, toi, tu recevras le bulletin et on aura un deal win-win. Ok. Ça s'est passé de la sorte. Et puis une fois en Chine, j'ai passé 2 mois là-bas et on m'a proposé un job. Sachant que j'avais 21 ans, j'avais jamais voyagé de ma vie en étant adulte, plus ou moins adulte. Et du jour au lendemain, je me retrouve à 11 000 km de ma ville. Mortel. Il y avait la directrice qui était venue me parler. Elle me dit, écoute, on est en train de recruter un chef de projet pour une durée de 8 mois. Est-ce que ça t'intéresse? Je lui dis, écoute, ça m'intéresse. J'ai signé le contrat sur place, on était durant le mois d'août. Ok, pour moi, le problème, c'était pas... Donc, je rentre sur Alger et il fallait que je reparte en février de l'année d'après. D'accord. C'était le mois d'août. Je viens, je parle à ma mère, je lui dis, écoute, maman, voilà, on m'a proposé ce job, etc. Elle me dit, ok, c'est pas grave, on va en rediscuter en décembre. En décembre, elle me dit, je réitère mon annonce. Elle me dit, on va en parler en janvier. Entre-temps, je me suis dit, bon, je vais commencer à faire mes démarches. Donc, en fait, j'ai dû redéposer mon visa 3 fois. Parce que la première fois, ils avaient écrit que j'étais d'Argentine. La deuxième fois, ils avaient écrit que j'étais égyptienne. Et c'était en chinois, donc je ne disais pas le mandarin. Le mandarin. La troisième fois, je l'ai eu. En janvier, elle me dit, écoute, moi je pensais que tu blaguais. Je sors mon passeport, écoute, voilà mon visa, et là je vais partir dans pas longtemps. Elle me dit, non, t'es malade? Non, moi finalement je vais pas te prendre ton billet. Du coup, je me suis débrouillée pour avoir l'argent du billet, j'ai acheté le billet. J'étais partie bloquer mon année à la pérille. Le jeudi d'avant mon départ qui était prévu le dimanche, et puis le dimanche... T'es partie en Chine? Oui, je suis partie en Chine. Comme une grande. Pendant 8 mois? Oui.
Donc, enfin, j'ai dû rentrer un petit peu plus tôt à cause de soucis de santé, mais en gros, c'était ça. Donc, et du coup, tu as fait quoi en Chine? Et tu étais dans quelle ville? Et c'était quoi ce projet? Ils sont comment, les Chinois? Ben, en fait, j'étais chef de projet des camps d'été qui étaient organisés par l'UNESCO pour la conservation du patrimoine mondial. D'accord. Donc bon, avec du recul, je pense que je me suis bien faite exploiter parce que j'étais la plus jeune de l'équipe et en fait, on travaillait sur plusieurs provinces. Ok. Donc il y avait Pékin, Chengdu, Jiangxi qui est au sud. Il y avait Shandong à l'est et puis à Hebei dans le nord. Enfin, bref, c'était 7 provinces différentes. Et puis il fallait faire toute la programmation, arranger toute la logistique, faire le recrutement et puis des volontaires internationaux. Parce qu'en fait, c'était un programme avec 2 parties. Donc, il y avait des volontaires internationaux et des assistants qui étaient chinois, donc qui parlaient anglais. Donc, c'était beaucoup plus d'échanges culturels et puis avec un travail sur site et de l'enseignement de l'anglais à travers le lexique du patrimoine mondial pour les lycéens et les collégiens. Et puis souvent, il m'arrivait de faire des interviews avec les volontaires internationaux assises dans mon lavabo, dans ma chambre, parce que c'était le seul coin dans lequel je pouvais capter le Wi-Fi. Et les Chinois, franchement, c'est assez compliqué de parler d'eux, parce qu'en fait, ils ont la culture de garder la face. Peu importe les circonstances ou leur état émotionnel, socialement, en fait, ce n'est pas convenable de laisser son visage s'exprimer, alors moins d'exprimer ses émotions par des mots. Mais je me suis fait quelques amis là-bas, et puis c'était une toute autre facette du chinois qu'on connaît. Donc, Et t'as aimé cette expérience? Oui, je l'ai beaucoup aimé. En fait, ça a été assez formateur. Que ce soit sur le plan humain, individuel ou professionnel, mais à la fois très éprouvant aussi. Donc, c'était très compliqué d'aller jusqu'au bout de l'expérience avec cette intensité, parce qu'il y avait le plan humain aussi qui était très 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 intense, pas qu'avec les Chinois, parce qu'en fait il y avait les autres volontaires qui venaient, chacun amenait son bagage personnel, émotionnel, et puis on sait tous comment ça se passe durant les camps. En fait, c'est des rencontres très brèves, très intenses, et qui bouleversent tout le monde, en fait. Ça a bouleversé des vies pour moi. Ce qui est aussi assez particulier, c'est que avec ces personnes-là, par exemple, là, j'ai des amis qui sont d'Espagne, etc. Là, on ne s'est pas vu depuis 5-6 ans, mais quand on se parle, c'est comme si on ne s'était pas quitté durant toutes ces années. Ouais, ça lie, ça crée des liens hyper intenses. Du coup, tu reviens, tu débloques ton année ou pas? Parce qu'à la base, c'était ça. Alors, je reviens. Au grand bonheur de ta maman. Oui. Je présume. Ok. Bon, c'était assez olé, mais bon. Je reviens, je suis sur le point de débloquer mon année. Je vois qu'on a perdu mon dossier. Ah mince. J'ai dû me bagarrer avec tous les services possibles et imaginables. Au point où il y avait un camarade qui m'avait dit, écoute, vu tout le foutoir que tu es en train de faire à la fac, je pense que tu mériterais une statue dans la cour de la périphérie. Finalement, ils m'avaient donné juste un bout de papier avec lequel j'ai dû partir convaincre des profs de m'intégrer dans leur stage. Même si les stages étaient entamés depuis 3 semaines, j'ai eu la chance de tomber sur un docteur qui a bien accepté de m'intégrer. Bon, c'était trash, mais bon, je m'en étais sortie. Et puis, j'avais passé plus ou moins quelques mois, donc le temps de finir quelques modules, et puis du jour au lendemain, je sors d'un examen. Je passe 3 heures à me balader en ville, et je me dis à ce moment-là, je quitte. Non, c'est très caricatural, mais je te jure que ça s'est passé comme ça. Oui. Et il y avait la musique derrière, comme dans les films. Oui. Ah ouais, comme ça. Oui, comme ça. D'accord. Donc j'appelle un ami, et c'était au même moment où j'avais décidé de ne plus vivre avec la famille. Ok. Je lui ai dit, écoute, j'arrive. Donc
J'ai passé une semaine cloîtrée à la maison. Le temps de faire mon deuil accéléré des études et ma reconversion professionnelle. Parce qu'entre-temps, en fait, on avait travaillé sur plusieurs projets culturels ici en Algérie, dans Jart et plein d'autres choses. Et je passe effectivement cette semaine à la maison. Entre-temps, j'avais postulé à quelques petits boulots pour me mettre directement dans le bain. Ouais. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai commencé directement à travailler. 6 mois plus tard, je me retrouve chez ma grand-mère, Ouais. avec ma mère dans la cuisine aussi. On prenait le café, et puis là, il y a ma grand-mère et ma mère qui se regardent. Je me dis, bon, c'est le moment fatidique. Roulement de tambour. Ma mère me pose une question. Elle me dit, écoute, tu pars à la fac? Je lui dis non. Elle me dit, t'as arrêté tes études? Je lui dis oui. Elle m'a dit, tu travailles? Je lui dis oui. Et là, elle pète un câble. Elle me dit, tu m'as pas dit, là, 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 là. Je lui dis, écoute. Et moi, entre-temps, j'avais préparé mon plan de carrière. Donc, je lui dis, écoute, tu m'as pas posé la question logiquement. Toi, tu me pousses toujours à réfléchir logiquement. Si tu m'as pas posé la question, tu n'aurais pas pu avoir de réponse. Donc, voilà ma réponse et voilà mon plan de carrière. Elle a été dans le déni pendant 3 ans à peu près. Ah ouais. Oui. Donc, c'était assez dur pour elle. Ma grand-mère, elle était donc ok, si ça peut te rendre heureuse, vas-y. Et jusqu'à ce que ma mère soit convaincue par les résultats de ce que je lui avais exposé, de mon exposé très détaillé. Et du coup, c'était quoi ton plan de carrière? En fait, à partir des expériences dont je te parlais, donc il y avait Jart, et enfin ça avait duré assez longtemps, donc c'était entre 2012 et voire 2011 jusqu'à 2016. J'avais vraiment découvert ce que le monde culturel et artistique d'un point de vue pratique. Donc qu'est-ce que ça impliquait de travailler dans ce secteur, tout le côté d'échange humain, intellectuel et ces petits moments privilégiés qu'on a avec nos collaborateurs ou nos amis avec qui on travaille aussi, et qui sont assez différents des autres secteurs. Donc en fait, pour moi, c'était une sorte de découverte fortuite d'une vocation alternative et qui m'apportait, comment dire, fulfill, j'ai pas le nom. Alors moi et l'anglais. Une sorte de plénitude. Ah, ok. C'est cette plénitude-là qui m'avait vraiment encouragée à me rediriger dans ce domaine, auquel je n'y connaissais pas grand-chose. Faut appeler un chat un chat. Ouais. Mais au fur et à mesure des années, c'était plus des personnes bienveillantes, des rencontres de nos aînés qui étaient, eux, assez bien implantés, qui avaient plus d'expérience, que j'ai développé un certain savoir-faire, que j'ai complété plus tard avec des petites formations ou des stages un peu partout pour consolider et capitaliser mon savoir et mon expérience. C'est clair que tu es téméraire. Oui, je pense que je le suis un petit peu moins avec l'âge, mais ça me manque aussi quelque part. Non, il faut garder sa témérité. Même si on se prend pas mal de murs, mais... Ah, mais ça va, ça va. Écoute, avec des cornes de Capricorne, je pense que ça va. C'est ça. D'accord, donc de 2011 à 2016, tu bossais là-dessus. Oui, c'était en parallèle aussi à mes études. Donc finalement, si on compresse un petit peu le parcours, c'était études et plein de choses qui se faisaient en même temps. Donc j'étais une grande insomniaque, je dormais très peu. Ça a changé? Plus ou moins, oui. D'accord. Oui, ça a changé. Donc là, je pense que ça vient avec un certain sens de la stabilité et de satisfaction, peut-être. Mais parfois, en fait, il y a des petites phases d'insomnie qui sont nécessaires. Et du coup, pendant tes insomnies, tu fais quoi? Je lis beaucoup, mais parfois, il m'arrive de juste tourner en rond, et c'est une manière aussi de méditer, parce que la méditation classique, c'est pas trop mon truc. Je suis toujours un petit peu hyperactive dans un sens, donc il faut toujours que je m'occupe, et même en ne faisant rien, j'ai la tête qui travaille tout le temps. Donc c'est une sorte de purgatoire, si tu veux, pour tout rééquilibrer. Comment te portes-tu avec le doute? Comment je me porte avec le doute? Ouais. Alors déjà, est-ce que tu doutes beaucoup? Oui, je doute tout le temps, ouais. Perpétuellement, et puis que ce soit à propos de ma propre personne, et enfin dans le sens de la remise en question, et puis aussi dans mon travail, parce que
me souviens que mon mentor, enfin Koyoko, j'avais posé cette question, puisqu'à un moment donné, ça m'avait beaucoup handicapée et paralysée. Elle m'a dit, écoute, écoute ma fille, le jour où tu n'auras plus de doute, sache que tu n'auras rien à apporter, ni à ta propre personne, ni à l'autre. Donc au lieu de le prendre comme un handicap, mieux vaut le prendre comme une force. Donc c'est plus un moteur pour mieux faire. Bon, ça reste relatif aussi, le mieux. Et surtout de se remettre en question et de toujours ne pas rester dans une image de certitude statique, tu vois. Donc c'est ce qui... donc en gros, je cohabite plutôt bien avec le doute. Bon, c'est vrai qu'on a toujours nos petites glissades et puis des petites bagarres et querelles, mais bon, en général, ça va. Ça va. Du coup, tu ouvres avec ton acolyte en 2019, Rhizome, 2020. Alors, c'est Rhizome, on l'a cofondé avec Khaled Bouzidi, mon collègue, en 2017. 2017, d'accord. Donc, c'était justement après tous les projets, tout ce qu'il y a eu durant les années qui ont précédé. Parce que la grande question était comment faire en sorte d'avoir quelque chose de durable, sachant que les projets sur lesquels nous avons travaillé, c'était plus des gros one-shots qui ont entraîné des effets boule de neige et des synergies ou dynamiques qui ont émané, mais sans qu'il y ait la durabilité de l'action. On avait réfléchi à plusieurs formats qui étaient la coopérative culturelle, qui n'existait plus ou qui est suspendue depuis 2014. L'association qui est un casse-tête à gérer, donc avec 15 personnes et puis avec beaucoup moins de liberté de gestion. Donc en fait, la seule option, c'était l'entreprise. Donc on a créé l'entreprise avec un modèle de gestion de projet culturel initialement. Parce qu'en fait, on cherchait toujours à identifier un secteur qui soit plus ou moins prioritaire et dans lequel on pourrait avoir un apport direct et consistant. Donc, du coup, le modèle s'est transformé au cours de l'année de création, où on a commencé à converger exclusivement vers les arts visuels. Donc, on a travaillé sur pas mal de projets, donc avant la spécialisation, qui était de la production musicale, développement de résidences croisées, ateliers de typographie, enfin de recherche typographique, enfin vraiment pas mal de choses. Et puis, à la fin de la première année, c'était juste les arts visuels. Et puis, le vœu ou le vouloir d'ouvrir un espace ou d'avoir un lieu comme base de l'institution s'est réalisé en 2019. Non, plutôt en 2020. Donc, c'est l'année dernière, en 2020. Et là aussi, ça permet de mettre en place physiquement tout ce qu'on a maturé et développé durant les 4 dernières années. On a toujours travaillé en prenant en considération l'aspect social et l'apport une sorte de jonction et d'apport entre l'art et les communautés. Donc, qu'est-ce que l'art peut changer? Parce que, par exemple, on a beaucoup questionné l'art dans l'espace public. Pourquoi les gens ne partaient pas au musée ou en galerie? Comment arriver à un petit peu bousculer cette non-dynamique, si tu veux, et faire en sorte qu'on arrive à attirer un public qui soit complètement différent. Et l'expérience qu'on a eue avec dans les arts urbains a été une force dans ce sens, dans le développement de nos publics, etc. Du coup, Rhizome fonctionne à la fois comme une galerie commerciale, mais en même temps comme une institution culturelle indépendante. Donc on a deux côtés, donc il y a le côté plus ou moins lucratif qui, on espère, pourra faire marcher toute la machine d'ici quelques années, parce que les coûts de fonctionnement, ça chiffre. Et d'ailleurs, comment vous arrivez à avoir votre rendement, votre argent en fait? Alors, la première année, c'était plus ou moins que des subventions. Ah, c'est ça. Donc, généralement, c'est les subventions. Et là, justement, pour la deuxième année, on est en train de développer le côté commercial, donc un petit peu mettre le paquet. Donc, participer à des foires internationales, parce qu'en fait, on ne fait pas que l'accompagnement ou la représentation d'artistes. Donc, il y a tout ce qui est régie, production d'expos, tout ce qui est facilitation des procédures
de mobilité des œuvres d'art. D'accord, ok. Donc on fait tout ce travail de fond, parce qu'en fait, c'est à la fois une sorte de formation indirecte avec nos collaborateurs ou les institutions avec qui sont nos interlocuteurs, comme par exemple l'ANDA ou le ministère, pour qu'eux aussi prennent conscience de l'importance de ces procédures-là. Et puis avec les artistes, pour que eux sachent que ça existe, que ce n'est pas juste un mythe, et qu'il ne faut pas forcément une ma'rifa pour avoir une autorisation d'exportation ou quoi que ce soit. Donc je te disais, cette année on est en train de vraiment s'appliquer sur le côté commercial. Donc là on a déjà participé à 2 foires à Paris en novembre dernier. Et puis pour cette année on a aussi 2 foires qui arrivent, dans Art Dubaï et Liste. Et on est très content du résultat que ça a eu, parce qu'on ne s'attendait pas à vraiment on ne s'attendait pas à ce qui a émané. Donc par exemple, pour Paris International, on a présenté l'artiste Lonis Baouch. Il y a Art Viewer, qui est un grand magazine d'art contemporain, qui nous dit, écoutez, l'œuvre qu'on a partagée sur notre page, il n'y a jamais eu autant d'interactions et de j'aime depuis toute l'existence de notre page. Donc ça a été super bien reçu, que ce soit par les médias ou justement au sein de la foire. D'ailleurs, il y avait, après je te montre l'image, il y avait 2 petites sculptures de Lonis qui sont devenues la mascotte de toute la foire. D'accord. Ouais. Et puis pour la ACA qui s'appelle Also Known as Africa, notre stand a été classé parmi les 10 coups de cœur de la foire. Et puis aussi pour un autre projet qu'on a coproduit avec Lydia Rahman. Donc l'exposition qui s'appelle Barzakh a été classée parmi le top 10 des expositions en Europe par le magazine Freeze. Donc ça va, c'est assez encourageant, en espérant que la rentabilité arrive assez rapidement. Ouais. C'est dur de faire ton métier en Algérie? En fait, c'est assez relatif. C'est dur dans le sens où il n'y a pas beaucoup de personnes qui le pratiquent. Ouais, donc c'est vierge. Oui, donc par exemple, si on parle de commissariat d'exposition, la seule commissaire que l'on connaît tous et par qui l'Algérie est connue, c'est Madame Nadira Lagoun, qui est l'une des personnes qui nous avait aidés au départ. D'accord. Mais mis à part ça, il y a très peu ou presque pas, ou des gens que je connais pas qui sont pas visibles. Et c'est assez dommage, j'ai envie de dire, parce que déjà, personnellement, je suis plus ou moins autodidacte, donc mis à part les petites formations qui ont consolidé ce que je te disais tout à l'heure. Donc je sens un petit peu le côté plus ou moins structurel ou académique qui me manque et sur lequel j'ai envie de travailler aussi durant les années qui arrivent. Et puis, c'est assez, comment dirais-je, c'est plus frustrant de ne pas avoir des vis-à-vis avec qui tu peux évoluer ou avec qui tu peux échanger ou qui te mettent au défi d'un point de vue intellectuel que dur. Donc c'est plus de la frustration que de la difficulté. Ouais. Et si par exemple demain il y a une personne qui vient te voir en te disant voilà, je veux faire exactement ce que tu fais, quel est le conseil que tu pourrais lui donner? En fait, c'est déjà arrivé. Ah ouais. Donc, l'année dernière. Parce qu'en fait, je vais juste ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce qu'on fait aussi à Rhizome. C'est que chaque 3 mois ou 4 mois, tout dépend de la fréquence et des circonstances par rapport au Covid, on organise des formations. D'accord. À but plus ou moins professionnalisante dans des métiers tels que la critique d'art, la médiation culturelle, le commissariat, avec notre partenaire qui est l'Association internationale des critiques d'art. Et justement, en fait, on prend des profils qui ont la volonté de pratiquer ces métiers ou de développer leurs connaissances. Donc on essaye sans pour autant exiger qu'ils aient une formation artistique ou aux beaux-arts ou quoi que ce soit, mais juste cette volonté de vraiment le faire. Comme ça, en fait, c'est une sorte de contribution à avoir ce pool de collaborateurs ou de personnes qui
qui se développent dans ces métiers-là et dont on a besoin principalement ici en Algérie. Et d'ailleurs, nous aussi, on fait en sorte de collaborer avec ces personnes. Donc, par exemple, à chaque promotion, on garde contact avec les participants. Ouais. Et puis, s'il y a besoin, on fait appel à eux pour des consultations, etc. Ça va prendre beaucoup de forme. Donc, pour revenir à ta question, c'est arrivé l'année dernière. Donc, c'était pendant qu'on préparait l'exposition de Sonia Merabet et Abdou Chounen. Et puis, je me souviens, il y avait la jeune fille qui m'avait écrit. Je lui ai dit, écoute, tu passes, on discute. Et puis, j'ai vu qu'elle était toute timide, mais avec un énorme potentiel. Je lui ai dit, écoute, si tu es disponible, je t'invite à prendre en charge le projet. Donc à m'assister pour la production de l'exposition et pour voir comment ça se passe sur le terrain. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le conseil que tu donnerais, c'est vraiment d'aller sur le terrain, En fait, il y a deux choses. Je pense que c'est très important de tomber sur les bonnes personnes et les personnes qui sont bienveillantes. Donc ça, c'est le point le plus important. Et puis le deuxième, c'est de mettre la main à la pâte. Ouais. Parce que le terrain est très formateur, parfois plus formateur que l'académique, même si l'académie, on en a besoin. Ouais. Pour cimenter les fondations. Exact. Ta plus grande peur, Mariam, ça serait quoi? J'avais peur de l'échec, mais maintenant l'échec, je n'arrive plus à le définir. Ouais. Parce qu'il prend de plus en plus de définitions différentes. Et je pense que là, je suis en train de repenser à cette peur. Mais je pense que là, et vu mon constat le plus récent, je pense que c'est la peur de manquer de temps. Donc la peur de mourir? Non, je n'ai pas forcément... Enfin, je n'ai pas peur de la mort ou de disparaître ou de... Non, ça me pose pas de problème. Ouais. Mais c'est plus... quand je dis manquer de temps, c'est de ne pas vivre le temps qu'on a. Parce que là, les mois défilent, les journées défilent, les semaines passent et puis on s'en rend pas compte. Et puis, j'ai pas envie de me retrouver, je sais pas, à 40, 50 ou 70 ans dans un trou sans avoir vu mes 30 années passer. Donc c'est plus la peur de ne pas apprécier les moments qui soient durs ou moins durs ou bons moments et que ce soit juste une donnée qu'on assimile parmi tant d'autres. Donc voilà, c'est plus la peur de manquer de temps. Ouais. Ta plus grande peine? Ma plus grande peine... il y en a beaucoup. Non, je vais pas Alors, la meilleure, tu sais. Je vais pas dire que c'est une peine, mais c'est au croisement de la peine et du regret auquel j'espère remédier d'ici quelques années, mais c'est plus de ne pas avoir fait d'études comme je le souhaitais. C'est pas pour le diplôme ou le papier, mais c'est juste... j'ai toujours été une khbacha, comme on dit. Ouais. Mais pas pour le résultat, mais c'est juste pour l'amour d'apprendre. Et c'est une chose qui devient de moins en moins évidente. Donc du coup, j'ai envie de dire que de ne pas maîtriser un sujet de A à Z ou de ne pas avoir fait d'études dans telle ou telle discipline qui m'attriste un peu. Ouais. Et ta plus grande réussite jusqu'à présent? J'espère qu'il y en aura d'autres, mais jusqu'à présent, c'est laquelle? Ma plus grande réussite, qui est toujours un travail en continu, un work in progress, parce que je vais dire que j'assume, c'est plus le fait que j'assume et que j'accepte de me positionner en tant que commissaire d'exposition et directrice artistique. C'est plus ou moins un terme avec lequel j'ai eu beaucoup de mal pendant plusieurs années. Et c'est vraiment un grand pas pour moi, que ce soit d'un point de vue de carrière ou personnel aussi, de pouvoir le clamer aujourd'hui. Mais je le prends aussi avec des pincettes pour dire que c'est toujours un work in progress, parce que en faisant ce travail ou en pratiquant ces professions, ce n'est jamais un acquis ou on ne voit pas de ligne d'arrivée. Rhizome, c'est
c'est la racine. En fait, oui. c'est plus emprunté à la pensée rhizomatique développée par Gilles Deleuze et Félix Guattari. Donc ça, nous on a plus pris le côté de fonctionnement horizontal et de transmission de savoir en arborescence et qu'il n'y ait pas de hiérarchie ou de flux ascendant ou descendant, mais que ce soit vraiment en arborescence comme on parlait tout à l'heure. Et c'est le fonctionnement de la racine rhizome, contrairement aux autres racines. Exactement, en fait c'est notre fonctionnement aussi. Par exemple, nous on est trois, on n'est que trois dans l'institution, donc on essaye... Et c'est qui la troisième personne? Parce que tu nous as parlé de Khaled Bouzidi. Khaled, c'est lui le directeur maintenant de la galerie. Moi, je fais de la direction artistique et la programmation. Et Yanis, c'est Yanis Wabadi, donc lui, il fait de la médiation culturelle. Il prend un petit peu en charge tout ce qui est administratif. Où est-ce que tu te vois et comment tu te vois à moyen terme? À moyen terme, c'est-à-dire entre une année à 5 ans. Voilà. Entre 3 et 5 ans. 3 à 5 ans, donc ok. Parce que là, entre 1 et 5 et 3 et 5... donc entre 3 et 5 ans, parce qu'en fait, par exemple, nous... le point de départ de Rhizome ou de son fonctionnement, c'est que notre objectif, c'est de mettre les bases de l'institution et puis toujours de faire rouler un petit peu la machine, que nous, on soit présents ou pas. Et c'est très important que l'institution ne dépende pas des personnes, mais plus de la vision et de l'idéologie pour laquelle nous sommes battus jusqu'à là. Donc en fait, on s'est toujours dit avec Khaled, il faut qu'on arrive au point où on puisse quitter sans que ça altère le fonctionnement de la boîte. Et on a un petit peu nos projets personnels, parce que par exemple moi, je voudrais bien, comme je te disais, reprendre mes études à un point précis de ma carrière. Je l'imagine peut-être d'ici 5 ans, donc à partir de 4 ans, commencer à bifurquer. Parce que je pense qu'aussi, déjà depuis 1 an et quelques mois, c'était assez compact en termes d'expérience, en termes de découverte et puis en termes de perspective. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais plus me concentrer sur mes projets curatoriaux personnels, qui sont plus à l'intersection des sciences et de l'art. Et c'est un point que j'ai vraiment envie de développer, donc, et qui n'est pas sans passer par la formation. Enfin, qui n'est pas faisable sans passer par la formation. Donc ça ne me dérange pas de le faire à 35 ans, quand on parle de temps. Ouais, ça va, 35 ans, c'est chouette. Ouais. Voilà, donc c'est plus avoir une deuxième partie de carrière qui soit vraiment concentrée sur les projets que j'ai dans les tiroirs depuis quelques années. Et puis peut-être plus tard, là je vais aller sur le long terme carrément. Ouais. Pourquoi pas enseigner, donc arriver à enseigner. Mais t'enseignerais quoi? Pour le moment, je ne sais pas. Le mandarin? Non, je passe mon tour. Mais c'est une manière de rendre l'appareil un petit peu, parce que il y a 2 profs en particulier qui m'ont marqué, enfin, jusqu'à présent, et puis quelques personnes, on va dire en tout et pour tout peut-être 5-6 personnes qui m'ont vraiment impacté ma manière de voir les choses ou de réfléchir, donc parce que c'est plus outiller et laisser la personne réfléchir par elle-même que de bourrer le crâne avec des notions qui finiront aux oubliés très rapidement. Et je voudrais bien peut-être avoir ma petite part d'apport à quelqu'un. Ouais, la transmission. Ouais. Est-ce que la petite fille que tu étais, si elle était aujourd'hui présente avec nous, quand elle te verrait, à ton avis, elle se dirait quoi? Elle me donnerait 2 claques, elle me dirait j'attendais plus de toi. Dans quel sens? Plus en quoi? Dans le sens où je pense que la petite fille que j'étais était trop ambitieuse. Enfin, je ne dis pas que... Je ne remets pas en question l'ambition, mais quand je dis trop ambitieuse, dans le sens où elle voulait que les choses se passent plus rapidement. Elle serait brûlée les ailes. Oui. Donc là, elle me dirait, oui, peut-être que ça va, mais si tu arrives à me convaincre avec
les questions de base et de fondement, je te pardonne, mais là, il faudrait que tu fasses plus vite pour les restants de tes jours. Ouais. Donc, ouais. Je pense qu'elle attendait que j'ai déjà... que je remporte un prix Nobel à cet âge-là. Et d'ailleurs, si tu devais être un prix Nobel, ce serait lequel? Je dirais littérature ou physique. Ouais. Est-ce que tu as un livre de chevet? J'en ai beaucoup. Mais en fait, c'est assez différent. Donc ça peut être... tout dépend En fait, on va dire que j'ai un livre de chevet pour chaque aspect de ma vie. Vas-y, je veux bien les savoir, tous les aspects. Je vais te dire que peut-être pour celui qui a fait en sorte que je quitte mes études avec autant de certitude et de détermination, ou fausse détermination, je ne sais pas, mais que j'ai lu en 2012, c'est celui de Pearl Buck, qui s'appelle Un cœur fier. Et il y a aussi toujours du Pearl Buck, il y a Pivoine qui m'avait beaucoup marqué. Pour tout ce qui est question familiale, je dirais 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui m'a... Pour mes années pour une période bien précise de ma vie, il y avait le recueil de toutes les histoires d'Edgar Allan Poe. Donc en fait, c'est la combinaison des 3 livres. Et qui marche aussi avec le... Comment il s'appelle ? C'est le seul roman entier de Poe qui s'appelle Arthur Gordon Pym, Les merveilleuses aventures d'Arthur Gordon Pym. J'ai oublié la première partie. Sinon, en fait, c'est les livres les plus importants. Parce qu'il y en a d'autres, mais je garde cela. Après, il y en a un dont je retiens juste le titre. Bon, c'était le titre qui m'avait interpellée, mais le contenu n'allait pas du tout avec le titre, qui s'appelle Je ne comprends pas tout. Ah, ok. Donc, c'est une expression que je garde beaucoup entre moi et moi-même. Donc, je ne comprends pas tout. Je ne sais pas tout. Tu t'entends bien en ce moment avec toi et toi-même? Ouais, ça va. Franchement, on est en harmonie. Donc, c'est plus ou moins l'accalmie, on va dire. Et du coup, vu que c'est l'accalmie, si tu devais être une émotion, tu serais laquelle? Une émotion. Est-ce que ça peut être autre chose qu'une émotion? Vas-y. Je pense que je dirais que je pourrais être le mouvement de l'eau. Alors, mais le mouvement de l'eau, genre quand l'eau stagne? Non, pas stagnante. C'est plus le genre la vague comme ça? C'est plus s'adapter à un parcours sinueux, s'adaptant sans trop se poser de questions, ou bien... Non, plutôt sans trop se contraindre. Et suivre le cours du chemin, peu importe quelle forme il a, ou à quelle profondeur on peut aller. Donc, Est-ce que tu veux avoir des enfants, Mariam? Avant, je voulais, mais là, je ne veux plus. Donc, non, je dirais que non. Non. T'as eu une période dans ta vie où tu voulais avoir des enfants? En fait, peut-être que j'étais plus curieuse, pas pour le processus de la grossesse, parce que ça, j'ai toujours eu beaucoup de mal à assimiler ce concept assez complexe de l'anatomie humaine, mais bon, on va pas parler de ça. C'est plus le fait d'inculquer des valeurs. On reste toujours dans la transmission. Mais là, non. Je ne veux pas être responsable de mettre au monde ou d'apporter un nouvel être sur Terre, sachant que c'est un peu la fin de notre ère aussi, donc je ne veux pas contribuer au massacre. Mais je ne serais pas contre l'adoption. Et du coup, là, tu me parles de valeurs et d'adoption. Si un jour tu adoptes, quelles seraient du coup les valeurs que tu aimerais transmettre? Je reviens aux valeurs que je t'avais citées. De ta grand-mère. De ma grand-mère et de ta mère. maman. Mais d'une manière autre qu'avec la manière dont je les ai reçues.
parce que je pense que j'apporterai aussi... je veillerai à ce qu'il y ait le côté d'authenticité, que ce soit être soi dans la société ou être soi avec soi-même. Parce que je suis assez dépassée par l'ampleur que prend l'image et le paraître actuellement. Donc, parfois, je me dis, si je pouvais me débarrasser de tous les réseaux sociaux et de toute de tous ces parasites, je le ferais. Mais vu que la contrainte de notre ère, c'est de devoir être connecté. Ouais. Donc voilà ce que j'ajouterais comme valeur au petit ou à la petite que j'adopterai éventuellement. Ouais. Alors, je pose souvent 2 questions pour clore la Mashahu. La première question, c'est quelles sont les personnes que tu aimerais écouter à Mashahu? Il y a Nawal Lourad et il y a Madame Medela Lagoun que je voudrais écouter à Mashahu. Ah, c'est cool. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que pour toi Mashahu? Je dirais que c'est une halte. Mashahu. Oui, maintenant, en arrivant à la fin de l'enregistrement, je me dis que c'est un moment durant lequel on se pose, qui est une sorte de parenthèse où rien d'autre n'existe et où on revoit un petit peu son histoire et surtout avec des passages ou des points auxquels nous ne sommes pas confrontés au quotidien mais qui constituent des fondements de ce que nous sommes. C'est pour ça que je dis que c'est une halte. Merci Myriam. Merci Taos. À bientôt. À très vite. Merci à notre invitée d'être venue nous raconter sa Mashahu. Pour la suivre et prendre contact avec elle, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Mashahu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Mashahu en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Mashahu et à très bientôt.